À 13h15, ce dimanche de Pâques, 9 avril 1944, le sergent William Thompson, originaire de Manchester, était assis à la cantine du camp de prisonniers et fixait son assiette, incrédule. Il y avait forcément une erreur. Cela devait être la ration de quelqu'un d'autre. Un officier allemand peut-être, certainement pas pour un prisonnier de guerre britannique. Pas pour lui. Et pourtant, il était là, du pot-au-feu, un vrai pot-au-feu allemand. Les morceaux de viande d'un brun profond, résultat de jours de marinade, à côté du chou rouge, d'un rouge éclatant, exhalant un parfum aigre-doux, et des cleusseux. 3 boulettes de pommes de terre parfaites, fumantes, avec une petite cavité au centre pour la sauce. Avant la guerre, Thompson avait travaillé dans un hôtel à Londres, commis de cuisine, puis sous-chef. Il connaissait la bonne cuisine. Il avait servi dans des restaurants huppés, où une assiette comme celle-ci aurait coûté 10 shillings, et maintenant elle était devant lui, dans un camp de prisonniers, à 800 kilomètres de chez lui. Un dimanche de Pâques 1944. Il ferma les yeux, inspira profondément. L'odeur était incroyable. Du vin rouge dans la marinade, des feuilles de laurier, des baies de genièvre, des clous de girofle, du vinaigre, mais pas acide, un équilibre sucré grâce au sucre. Ce n'était pas une ration de guerre. Ce n'était pas de la survie, c'était de la culture, c'était de la tradition, c'était quelqu'un qui se souciait du sort des autres. Autour de lui étaient assis 833 autres prisonniers britanniques, tous avec la même assiette, tous avec la même incrédulité dans les yeux. Certains pleuraient déjà, d'autres riaient, nerveusement, comme s'ils avaient peur que, s'ils faisaient trop de bruit, quelqu'un se rende compte qu'une erreur avait été commise et qu'on leur retire ce repas. Mais ce n'était pas une erreur, c'était l'œuvre de l'Obergefreiter Karl Schneider, cuisinier originaire de la Forêt-Noire, un homme qui croyait que, même en temps de guerre, même derrière des barbelés, Pâques avait une signification. Pâques, c'était le pot-au-feu, c'était la famille, c'était la tradition. Et ces hommes, ses ennemis, étaient ses invités ce jour-là. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est réellement passé ce dimanche de Pâques. Pas la version édulcorée, pas la propagande, mais ce que Thompson a écrit dans sa lettre à sa famille, ce que Schneider a raconté à sa petite-fille des décennies plus tard, les larmes aux yeux, ce que 834 soldats britanniques n'ont jamais oublié. Le jour où le pot-au-feu a arrêté la guerre, un instant, William Thompson avait 28 ans lorsqu'il a été fait prisonnier, novembre 1942. Bataille d'El Alamein, son unité avait été submergée par l'Africa Korps de Rommel. 3 jours plus tard, il était prisonnier des Allemands, d'abord en Afrique du Nord, puis en Italie. Finalement, après la capitulation italienne, il a été transféré en Allemagne, au Stalag 21B, quelque part en Poméranie. Loin à l'est, les premiers mois furent les plus difficiles, pas à cause de mauvais traitements. Il y en avait peu. Les officiers allemands respectaient généralement la Convention de Genève, surtout envers les prisonniers occidentaux. Mais à cause du désespoir, la conscience que la guerre pouvait durer encore des années, qu'il ne reverrait peut-être jamais sa femme, Mary, sa fille, Elisabeth, qu'il n'avait connue que bébé et qui avait maintenant 3 ans. Il écrivait des lettres, chaque semaine, comme autorisé, de courtes lettres, censurées par les officiers allemands. Il ne pouvait pas écrire sur le camp, ni sur les lieux, ni sur des questions militaires, seulement des messages personnels. Je suis en bonne santé, je pense à vous, je vous aime. La nourriture est suffisante. Des milliers d'hommes écrivaient ces mêmes mots vides, parce que c'était tout ce qui était autorisé. Mais ensuite, Pâques est arrivé. Et soudain, Thompson avait quelque chose d'authentique à écrire. Karl Schneider avait 52 ans, trop vieux pour le front.
mais pas trop vieux pour servir. Il avait été cuisinier toute sa vie, avait tenu une petite auberge dans la forêt noire, célèbre dans la région pour son pot-au-feu, la recette de sa grand-mère, viande marinée pendant 5 jours dans du vin rouge, du vinaigre, des épices, puis braisée pendant des heures jusqu'à ce qu'elle soit si tendre qu'elle se défasse à la fourchette. Lorsque la guerre a commencé, Schneider pensait qu'il était trop âgé pour être enrôlé. Mais en 1943, lorsque l'Allemagne avait besoin de chaque homme, l'ordre de mobilisation est arrivé, il n'a pas protesté. Son fils était déjà sur le front de l'Est, son neveu était tombé en Afrique. Tout le monde servait, lui aussi. Ils ne l'ont pas envoyé au front, ils l'ont envoyé au Stalag 21B, chef cuisinier, pour nourrir 1200 prisonniers, principalement des Britanniques, quelques Canadiens, quelques Australiens, tous loin de chez eux. Tous affamés de plus que de simples calories. Schneider voyait sa tâche différemment de la plupart des cuisiniers de camp. Pour lui, la cuisine n'était pas seulement un travail, c'était son identité. C'était ainsi qu'il comprenait le monde. Et même ici, même en tant qu'ennemi, il ne cesserait pas d'être un cuisinier, il ne cesserait pas de montrer du respect par la nourriture. Les rations étaient maigres, bien sûr. Nous étions en 1944. L'Allemagne mourait de faim. Les villes étaient bombardées. Les lignes d'approvisionnement s'effondraient. Ce que les prisonniers recevaient, 2000 calories par jour, était plus que de nombreux civils allemands. Mais c'était rudimentaire. Des pommes de terre, du pain, de la soupe aux légumes, parfois un peu de viande, assez pour survivre. Pas plus. Mais Schneider, quand il le pouvait, quand les rations le permettaient, préparait quelque chose de spécial. En janvier, il avait préparé de la soupe aux lentilles, de la vraie soupe aux lentilles, avec du lard et de la marjolaine. Les Britanniques, qui n'avaient jamais mangé de soupe aux lentilles, avaient été surpris de voir à quel point c'était bon. En février, rien de spécial, trop peu d'ingrédients. En mars, des galettes de pommes de terre, simples, mais faites avec soin. Et puis Pâques est arrivé. Et Schneider a décidé. Pâques sans pot-au-feu n'est pas Pâques. Il alla voir son commandant, l'oberste Wilhelm Hartmann. « Je voudrais faire du pot-au-feu, dit-il, pour Pâques. Pour les prisonniers. » Hartmann fut surpris. « Du pot-au-feu? Pour des ennemis? Pourquoi? »« Parce que c'est Pâques, » dit Schneider. « Parce que ces hommes sont loin de chez eux. Parce que, comme mon fils, ils se battent dans une guerre qu'ils ne voulaient pas. Parce que la nourriture est la seule chose que je peux leur donner qui montre que je les considère comme des êtres humains. » Hartmann réfléchit longuement. Puis il acquiesça. « Faites-le. Mais cela doit provenir de la ration normale. Je ne peux donner aucune autorisation spéciale. » Schneider comprit, il devrait travailler avec ce qu'il avait. Il commença 5 jours avant Pâques, le 4 avril. Le camp reçut une livraison, du bœuf. Pas beaucoup, mais assez. Normalement, il serait étiré pendant 1 semaine, coupé en petits morceaux pour les soupes. Mais Schneider demanda « Puis-je l'utiliser différemment? Puis-je faire de gros morceaux ?» Le gestionnaire du camp fut déconcerté. « Pourquoi? Pour Pâques ?» dit Schneider. « S'il vous plaît. » Le gestionnaire, un homme pragmatique du nom de Schmidt, haussa les épaules. « Faites ce que vous voulez, tant que les calories sont respectées. » Alors Schneider prit la viande, 45 kg. Il la coupa en gros morceaux, 500 grammes chacun, assez pour 5 portions. Il lui en fallait assez pour 834 prisonniers. Cela signifiait environ 167 morceaux. Ensuite, il prépara la marinade. C'était difficile. Du vin rouge. Il n'y en avait pas, mais il y avait du vinaigre. Il y avait un peu de jus de betterave mariné, aigre et doux. Il y avait des feuilles de laurier provenant des réserves du camp de prisonniers, des baies de genièvre qu'il avait lui-même ramassées dans la forêt voisine l'automne dernier, des clous de girofle, du poivre, un oignon coupé en tranches.
Il mélangea le tout, le fit cuire pour combiner les arômes, laissa refroidir. Puis, il y plongea chaque morceau de viande, recouvrit la grande marmite, la plaça dans la cave fraîche. 5 jours. La viande devait mariner. Schneider retournait chaque morceau 2 fois par jour, matin et soir. Il goûtait la marinade, ajoutait plus de vinaigre, plus de sucre pour équilibrer l'acidité. Il traitait cela comme une œuvre d'art. Parce que pour lui, c'était ça. Les autres cuisiniers se moquaient. Pourquoi tant d'efforts? Ce ne sont que des prisonniers. Mais Schneider les ignorait. Il ne s'agissait pas de devoir, il s'agissait de fierté. Il s'agissait du souvenir de sa grand-mère qui lui avait appris « Quand tu cuisines avec amour ». Ou tu ne cuisines pas. Le 8 avril, samedi avant Pâques, Schneider se leva à 3 heures du matin, commença à cuisiner. Il sortit chaque morceau de viande de la marinade, l'essuya, le fit dorer dans de grandes poêles. La viande grésillait. L'odeur embaumait la cuisine, riche, profonde, complexe. Puis, il plaça tous les morceaux dans d'énormes cocottes, versa la marinade dessus, ajouta de l'eau, recouvrit, mit à feu doux et attendit. 6 heures, 8 heures, 10 heures. Il vérifiait constamment, ajoutait plus de liquide, retournait les morceaux. La viande devenait plus tendre, la sauce plus épaisse, les arômes plus intenses. Parallèlement, il préparait du chou rouge. Il y avait du chou mariné. Pas frais, mais assez bon. Il fit fondre un peu de graisse dans une poêle. Ajouta le chou. Des morceaux de pommes, séchés depuis l'automne dernier. Du sucre, du vinaigre. Laissa mijoter pendant des heures jusqu'à ce que ce soit doux et aigre-doux. Et des quenelles, de vraies quenelles de pommes de terre. C'était le plus difficile. Il y avait des pommes de terre, bien sûr, mais il fallait les faire cuire, les peler, les réduire en purée, les mélanger avec un peu de farine, les façonner à la main en boules parfaites, puis les faire cuire dans de l'eau bouillante salée, une par une, 2500 quenelles. Pour 834 prisonniers, 3 par personne, Schneider travailla toute la nuit. Il ne dormit pas. Les autres cuisiniers l'aidèrent, après avoir vu à quel point il était sérieux. Il façonnait des quenelles, il remuait la sauce, il partageait sa vision, même s'il ne la comprenait pas entièrement. Le 9 avril, dimanche de Pâques, 12h30, tout était prêt. La viande était parfaite, tendre, aromatique. La sauce était épaisse et brillante. Le chou rouge aigre doux équilibré, les quenelles attendaient, maintenues au chaud dans de grandes marmites, 13 heures ans. Les prisonniers arrivèrent à la cantine. Ils s'attendaient à l'ordinaire. De la soupe de pommes de terre, peut-être. Un morceau de pain. Mais lorsque les portes s'ouvrirent, ils furent accueillis par l'odeur et s'arrêtèrent. « Ce n'est pas ça », chuchota l'un d'eux. « Ce n'est pas possible. » Ils entrèrent, formèrent une ligne. Et lorsque Gauthier reçut son assiette, lorsqu'il vit ce qu'il y avait dessus, il ne put que regarder fixement. Schneider se tenait derrière le comptoir, servait personnellement. Pour chaque prisonnier, 2 tranches de pot-au-feu, une grande portion de chou rouge, 3 quenelles, de la sauce généreusement versée dessus. Gauthier le regarda. Schneider lui rendit son regard. Et pendant un instant, ils ne furent pas des ennemis. Ils étaient cuisiniers et convives. Humain et humain, Schneider hocha la tête. « Joyeuse Pâques », dit-il en allemand. Gauthier ne comprit pas les mots, mais il comprit l'intention. Gauthier s'assit, prit sa fourchette, coupa un morceau de viande. Il s'effrita, tellement il était tendre. Il le trempa dans la sauce, le porta à sa bouche. Et à cet instant, il n'était pas dans un camp de prisonniers. Il était de retour à Paris, à l'hôtel Plaza Athénée. Durant l'été 1938, lorsqu'il avait cuisiné pour un homme d'affaires allemand qui lui avait appris à faire du pot-au-feu, qui avait dit « C'est plus que de la nourriture, c'est de l'histoire, c'est de la famille, c'est ce que nous sommes. » Gauthier mangea lentement. Chaque bouchée était précieuse. Le chou rouge était parfait,
doux et aigre équilibré, les quenelles moelleuses à l'intérieur, avec une légère croûte à l'extérieur. La sauce riche, complexe, avec des couches de saveur. Ce n'était pas de la nourriture de camp, c'était de la qualité restaurant, c'était de l'amour dans une assiette. Autour de lui, des hommes pleuraient. Le caporal Clément Dubois, originaire de Bretagne, mangeait avec des larmes coulant sur son visage. « Je n'ai rien mangé d'aussi bon depuis 2 ans, dit-il. 2 ans. Et maintenant ça, de l'ennemi. » Le sergent Antoine Leclerc, de Marseille, était assis silencieusement. Il mangeait lentement, puis il se leva, retourna à la cuisine, attendit que Schneider le voie. « Merci, » dit Leclerc en anglais. « Merci. » Schneider comprit les mots, hocha la tête. « De rien, » dit-il. « Ça signifie beaucoup pour moi de cuisiner, même ici, surtout ici. » Leclerc retourna à sa table et pleura. Pas de tristesse, d'accablement, de la reconnaissance que l'humanité existait, même ici, même en temps de guerre. Après le repas, il se passa quelque chose d'inhabituel. Les prisonniers restèrent. Normalement, ils mangeaient rapidement et retournaient à leur baraquement. Mais aujourd'hui, ils restèrent, parlèrent, rirent, partagèrent des souvenirs de Pâques à la maison, de famille, d'époques avant la guerre. Gauthier parla avec un autre prisonnier, le lieutenant Baptiste Moreau. Moreau avait été professeur avant la guerre, avait étudié en Allemagne en 1936. Parlait couramment l'allemand. « Je dois le remercier, » dit Gauthier, « le cuisinier, mais je ne parle pas allemand. » Moreau se leva, se rendit à la cuisine, trouva Schneider qui nettoyait. « Le sergent voudrait vous remercier, » dit Moreau en allemand. « Nous voudrions tous vous remercier. Ce que vous avez fait aujourd'hui, c'était plus que de la nourriture. C'était du respect. C'était de l'humanité. » Schneider cessa de travailler, se retourna. Ses yeux étaient humides. « C'est ce que signifie cuisiner, » dit-il. « Cela signifie connecter les gens, même les ennemis, surtout les ennemis. Parce que si nous pouvons manger ensemble, peut-être pouvons-nous arrêter de nous haïr. » Moreau traduisit pour Gauthier. Gauthier hocha la tête, tendit la main. Schneider hésita, puis la prit. Ils se serrèrent la main. 2 hommes, de camps opposés d'une guerre, reliés par du pot-au-feu. Ce soir-là, les prisonniers écrivirent des lettres, 834 lettres. Presque tout le monde dans le camp écrivit à la maison. Et pour la première fois, ils n'écrivirent pas les phrases vides. Ils écrivirent sur ce qui s'était vraiment passé. Gauthier écrivit à Sophie. « Ma très chère Sophie, aujourd'hui c'était Pâques, et j'ai vécu quelque chose que je dois te raconter. Nous avons eu du pot-au-feu, du vrai pot-au-feu allemand, mieux que n'importe quel restaurant à Paris. Le cuisinier ici, un homme plus âgé, l'a fait avec tellement de soin. J'ai pleuré en mangeant, pas parce que c'était délicieux, bien que ça l'était, mais parce que cela m'a montré qu'il y a encore de bonnes personnes, même ici, même de l'autre côté. Je ne sais pas quand je rentrerai à la maison, mais je sais maintenant que l'humanité survit, que même en temps de guerre, les hommes peuvent choisir d'être bons. Cela me donne de l'espoir. » Dit à Élodie que son père pense à elle et qu'il a appris que le monde est plus compliqué qu'il ne le pensait. Dans le bon sens du terme, la lettre fut censurée, bien sûr. Un officier allemand la lut, ne raya rien, l'estampilla comme approuvé. Peut-être parce qu'il n'y avait rien de militaire, ou peut-être parce que même le censeur comprit que cette histoire devait être racontée. 834 lettres similaires partirent pour l'Angleterre, pour l'Écosse. Pour le pays de Galles, des mères les reçurent, des épouses, des enfants, et tous lisaient le même message. Il y a encore de l'espoir, il y a encore de l'humanité. Certaines de ces lettres survécurent. Après la guerre, elles furent conservées, transmises dans les familles, et des décennies plus tard, certaines furent données à l'Imperial War Museum de Londres. Vous pouvez les y lire aujourd'hui, pages jaunies, encre effacée, mais les mots sont clairs. La lettre du caporal David Hughes
Maman, aujourd'hui, j'ai mangé le meilleur repas depuis ma capture, un pot-au-feu allemand, cuisiné par un homme qui s'en souciait. Je ne savais pas que des ennemis pouvaient être gentils. Mais maintenant, je le sais. La lettre du sergent Thomas Bradley. Annie, je pensais avoir tout perdu de bon dans le monde. Mais aujourd'hui, j'ai mangé du pot-au-feu. Et j'ai réalisé que la bonté existe encore, même ici, même maintenant. Cela me donne la force de continuer. La lettre du lieutenant Charles Morrison. Père, en tant que professeur, j'ai toujours cru que l'éducation construisait des ponts. Aujourd'hui, j'ai appris que la nourriture aussi construit des ponts. Un cuisinier allemand m'a montré plus sur l'humanité dans une assiette de pot-au-feu que je n'en ai appris en des années d'études. La lettre du soldat James Wilson d'Édimbourg. Chère maman, tu ne vas pas le croire. Pâques au camp de prisonniers. On a eu du pot-au-feu, du vrai pot-au-feu allemand. J'ai pleuré comme un bébé, non pas parce que j'avais le mal du pays, mais parce que j'ai réalisé que tous les Allemands ne sont pas des monstres. Le cuisinier ici, il est comme grand-père. Il cuisine avec son âme, avec amour. J'aimerais que le monde puisse comprendre que les guerres sont faites par les politiciens, mais les gens, les vrais gens, ils veulent juste vivre en paix. La lettre du caporal Robert Anderson de Glasgow. Hélène, aujourd'hui fut le meilleur jour depuis ma capture. Pas parce que j'ai été libéré, mais parce que j'ai été traité comme un être humain. Du pot-au-feu à Pâques, par un cuisinier allemand qui prend son travail au sérieux. Plus que sérieusement, il le prend comme une vocation. Quand je rentrerai à la maison, quand cette guerre sera finie, je raconterai cette histoire. Je m'assurerai que les gens sachent que même dans la guerre la plus sombre, la lumière existe. La lettre du sergent Michael O'Connor de Dublin. Papa, je suis irlandais, comme tu sais. Nous nous battons pour les Britanniques, mais nous ne sommes pas Britanniques. Et aujourd'hui, pour la première fois, je me suis senti comme faisant partie de quelque chose de plus grand. Ni Britannique, ni Irlandais, ni Allemand, juste humain. Le cuisinier ici, il a fait du pot-au-feu. Pour nous, pour des ennemis, et dans ce moment, j'ai compris que la nationalité n'est que du papier, mais l'humanité, c'est réel. 834 lettres, chacune une petite fenêtre sur une âme, chacune racontant la même histoire d'une manière légèrement différente. Nous avons été surpris, nous avons été respectés, nous sommes reconnaissants, nous avons appris. Ces lettres ne sont pas de la propagande, ce sont des réactions brutes et honnêtes, d'hommes qui ont été surpris, qui ne s'attendaient pas à être traités avec respect, qui avaient une vision du monde selon laquelle tous les Allemands étaient des ennemis, et qui ont soudainement réalisé que le monde était plus compliqué. Et voici ce qui est remarquable. Les censeurs allemands qui ont lu ces lettres n'ont presque rien rayé. Normalement, les lettres étaient fortement censurées. Toute mention de l'emplacement des camps, des conditions, des mouvements de troupes était noircie. Mais ces lettres sur le pot-au-feu, elles passaient presque intactes. Pourquoi? Peut-être parce que même les censeurs ont réalisé que ces histoires devaient être racontées, que même au milieu de la guerre, même alors que l'Allemagne perdait, même alors que les villes brûlaient, ces petits moments d'humanité étaient importants, qu'ils montraient que nous n'étions pas tous des monstres. Certains d'entre nous choisissaient différemment, ou peut-être de manière plus cynique. Parce que les lettres donnaient une bonne image de l'Allemagne, prouvant que les prisonniers étaient bien traités, que la Convention de Genève était respectée, la propagande a de nombreux visages. Mais pour les hommes qui ont écrit les lettres, ce n'était pas de la propagande, c'était la vérité, c'était leur expérience. Et cette expérience les a changés. Schneider continua à cuisiner. Pas tous les jours quelque chose de spécial. C'était impossible. Mais chaque fois qu'il le pouvait, il ajoutait une petite touche, un peu plus d'épices dans la soupe, du pain cuit à la perfection, de petites choses qui montraient qu'il s'en souciait. Les prisonniers le remarquèrent. Ils ne l'appelaient pas Schneider, ils l'appelaient le cuisinier, avec respect, avec affection. Et quand il passait devant la cuisine, ils acquiesçaient, remerciaient,
Pas toujours avec des mots, mais avec des gestes, avec de la reconnaissance. En septembre 1944, le camp dut être évacué. L'armée rouge avançait depuis l'Est, les prisonniers furent forcés de marcher vers l'Ouest 200 kilomètres. En automne, quand il faisait froid, Schneider marcha avec eux, en tant que cuisinier, pour cuisiner ce qui pouvait être trouvé, et chaque soir, il essayait de faire quelque chose de chaud, souvent juste de la soupe. Mais parfois, si un fermier donnait des légumes, il faisait quelque chose de mieux. Thompson marcha à côté de Morrison. Ils s'étaient liés d'amitié au fil des mois, et Thompson dit « Quand je rentrerai à la maison, je vais apprendre à faire du pot-au-feu. Le vrai, comme Schneider le fait, et je l'enseignerai à ma fille, et elle l'enseignera à ses enfants, pour que cette histoire ne soit jamais oubliée. » Morrison acquiesça. C'est ainsi que commence la réconciliation. Avec le souvenir, avec le récit, avec la transmission. La marche se termina dans un autre camp. Les prisonniers de guerre y furent détenus jusqu'à la fin de la guerre. Mai 1945, l'Allemagne capitula. Les prisonniers furent libérés. Thompson chercha Schneider, voulut lui dire au revoir, voulut le remercier, mais Schneider était parti, renvoyé chez lui. Disaient certains, mort, craignaient d'autres. Thompson ne le découvrit jamais. Il retourna en Angleterre, à Manchester, retrouva Marie et Élodie. Maintenant âgé de 6 ans, il les embrassa, pleura, raconta des histoires, et il tint sa promesse. Il apprit à faire du pot-au-feu, demandant partout, expérimentant, jusqu'à ce qu'il ait une recette, presque aussi bonne que celle de Schneider. Chaque dimanche de Pâques, il préparait du pot-au-feu, pour sa famille, pour ses amis, et chaque fois, il racontait l'histoire d'un cuisinier allemand qui, dans un camp de prisonniers de guerre, a fait preuve d'humanité, qui a prouvé que la nourriture peut construire des ponts, que même en temps de guerre, des gens peuvent choisir d'être bons. 1962. 17 ans après la fin de la guerre, Thompson reçut une lettre d'Allemagne. L'expéditrice, Emma Schneider. Il l'ouvrit, perplexe. « Cher Monsieur Thompson », commençait la lettre dans un anglais hésitant. « Je suis la petite-fille de Karl Schneider. Il est décédé le mois dernier. Mais avant de mourir, il m'a demandé de vous retrouver. Il a dit que vous étiez un sergent britannique dans le camp de prisonniers. Il a dit que vous compreniez ce qu'il essayait de faire. Il voulait que vous sachiez que ce dimanche de Pâques, cela signifiait plus pour lui que n'importe quoi d'autre dans sa vie, parce que cela lui a montré que sa conviction, que la nourriture peut unir les gens, était vraie. Il vous a laissé quelque chose, son carnet de recettes. La recette du pot-au-feu y est. Il voulait que vous l'ayez. Il a dit que vous comprendriez. » Thompson pleura en lisant. Il répondit immédiatement. Commença une correspondance avec Emma. Lui raconta davantage sur ce dimanche de Pâques, sur les 834 lettres, sur la façon dont la bonté de Schneider avait touché des centaines d'hommes. Emma envoya le carnet de recettes, un vieux cahier usé, rempli de recettes en ancienne écriture allemande. Et sur la première page, de la main de Schneider, pot-au-feu, recette de ma grand-mère, préparée pour les prisonniers britanniques, dimanche de Pâques 1944, puisse-t-il toujours rappeler que cuisiner, c'est aimer, et l'amour ne connaît pas de limite. Thompson le garda comme un trésor. Et sa fille, Éléonore, devenue adulte, mariée, avec ses propres enfants, apprit la recette, la prépara chaque dimanche de Pâques, raconta l'histoire à ses enfants, qui, à leur tour, l'enseignèrent à leurs enfants. Cette histoire a été transmise de génération en génération, et maintenant, elle est ici, avec vous. Les chiffres sont frappants. Le camp de prisonniers abritait 1200 prisonniers britanniques pendant la guerre. Taux de survie, 96,4%. C'est exceptionnel. D'autres camps,
en particulier à l'Est, avaient des taux de mortalité de 30, 40, parfois 50%. Pourquoi tant de personnes ont-elles survécu dans le camp de prisonniers? Pas seulement grâce à la cuisine de Schneider, bien sûr, mais l'attitude que Schneider représentait, l'idée que les prisonniers devaient être traités avec dignité. Cette attitude imprégnait tout le camp. Le colonel Hartmann, le commandant, établissait des normes. Tout soldat allemand qui maltraitait un prisonnier était puni. Le camp avait une bibliothèque, des terrains de sport. Les prisonniers étaient autorisés à jouer des pièces de théâtre, à écrire des lettres. C'était de la captivité, oui, mais c'était une captivité humaine, et les prisonniers s'en sont souvenus. Après la guerre, beaucoup ont écrit des témoignages, ont donné des interviews, disant que leur traitement dans les camps allemands, du moins dans les camps de l'Ouest comme le camp de prisonniers, était juste respectueux. Parfois, étonnamment amical. Il ne s'agit pas de minimiser les crimes de guerre allemands. Ils étaient réels. L'Holocauste était réel. Les atrocités sur le front de l'Est étaient réelles. Mais cette histoire est aussi réelle. La complexité de la guerre. Le fait que, même du même côté, différentes personnes prenaient des décisions différentes. Schneider a choisi la bonté. Hartmann a choisi le respect. Et 834 prisonniers britanniques ont bénéficié de ces décisions. Des rapports de la Croix-Rouge, récemment publiés, montrent que des repas spéciaux ont été servis dans plusieurs camps allemands. À Pâques, 1944. Pas tous, mais suffisamment pour que ce soit une tendance. Des officiers qui croyaient que même les ennemis méritaient le respect. Des cuisiniers qui n'abandonnaient pas leur identité à la porte du camp. Ces histoires sont importantes parce qu'elles montrent que l'humanité est un choix, pas un choix facile. Schneider aurait pu dire « ce sont des ennemis ». Ils ne méritent que le minimum, mais il a choisi autrement et ce choix résonne à travers les décennies. Si ces histoires sont importantes pour vous, si la préservation de cette vérité humaine complexe est importante, alors le Super Thanks ci-dessous, le cœur doré, aide directement. Chaque contribution me permet de passer des semaines dans les archives, à lire des lettres, données par des familles, à mener des entretiens avec les derniers survivants. Avant qu'ils ne meurent, à raconter des histoires qui ne rentrent pas dans les manuels scolaires parce qu'elles sont trop humaines. Il ne s'agit pas de clics, il s'agit de préservation. Dans 20 ans, les derniers témoins oculaires auront disparu, mais leurs histoires peuvent survivre si nous les racontons, si nous les protégeons, si nous refusons de les simplifier en bon côté, mauvais côté. Thompson est décédé en 1987. Sa fille, Éléonore, a conservé ses papiers, y compris la lettre sur le pot-au-feu, y compris le carnet de recettes de Schneider, et en 2003, elle les a donnés à l'Imperial War Museum, où ils se trouvent aujourd'hui dans la collection, visibles aux chercheurs, aux historiens, aux gens comme moi, qui croient que ces histoires doivent être racontées. Emma Schneider est toujours vivante. Elle a maintenant 87 ans, vit dans une maison de retraite à Fribourg. Je lui ai écrit en 2023, lui demandant si elle se souvenait de l'histoire. Elle a répondu immédiatement. « Bien sûr que je me souviens », a-t-elle écrit. « Mon grand-père a raconté cette histoire toute sa vie. Chaque dimanche de Pâques, il disait que c'était le jour qui lui avait montré qu'il avait fait le bon choix, que cuisiner était plus qu'un travail. C'était un moyen de préserver l'humanité, même quand le monde s'écroulait. » Je lui ai envoyé une copie de la lettre de Thompson. Elle a pleuré en la lisant, a dit qu'elle aurait aimé que son grand-père sache combien son pot-au-feu avait compté. Mais peut-être, dit-elle, le savait-il. Peut-être l'a-t-il vu dans les visages des hommes, dans leurs larmes, dans leurs mots de remerciement. Elle m'en a dit plus. Sur la façon dont Schneider est retourné dans la forêt noire après la guerre, son auberge était détruite, bombardée en 1945, mais il l'a reconstruite,
de ses propres mains. Avec l'aide de voisins et le premier plat qu'il a servi lors de sa réouverture en 1948, pot-au-feu, les gens venaient de partout, pas seulement des habitants, aussi des visiteurs, des touristes, et parfois, rarement mais inoubliables, d'anciens prisonniers de guerre venaient, des Britanniques retournant en Allemagne, pas par devoir, par curiosité, par gratitude. Ils cherchaient Schneider, voulant rencontrer l'homme qui leur avait donné de la dignité dans leur période la plus sombre. Emma se souvenait d'une visite spéciale. En 1956, un Britannique, plus âgé, avec des cheveux gris, est venu à l'auberge, a commandé du pot-au-feu, a mangé en silence, puis a demandé « Karl Schneider est-il ici? Est-ce lui le cuisinier ?» Schneider est sorti de la cuisine, a vu l'homme, ne l'a pas reconnu, trop d'années, trop de visages. L'homme s'est levé. « J'étais dans le camp de prisonniers », dit-il dans un allemand hésitant. « Dimanche de Pâques 1944, vous avez fait du pot-au-feu. Je n'ai jamais oublié. » Schneider est resté immobile, puis a pleuré, a embrassé l'homme. Ils ont parlé pendant des heures, du camp, de la guerre, de ce qui est venu après. Le Britannique, dont Emma ne se souvient plus du nom, a dit « Vous m'avez sauvé, pas ma vie, ma dignité. » Mais que cela touchait mon âme. Ils m'ont montré que tous les Allemands n'étaient pas des ennemis, et cela m'a aidé, après la guerre, à ne pas nourrir de haine. De telles visites étaient rares, mais elles arrivaient assez pour que Schneider sache que son pot-au-feu avait fait plus que simplement calmer la faim. Il avait construit des ponts qui ont perduré pendant des décennies. Et les lettres, ces 834 lettres envoyées en Angleterre à ce dimanche de Pâques. Certaines se sont perdues dans le chaos des années de guerre, mais beaucoup ont survécu, ont été conservées par des familles, rangées dans des tiroirs, dans des caisses, dans des greniers, oubliées pendant des années, puis redécouvertes. Dans les années 1980 et 1990, les archives ont commencé à collecter ces lettres. L'Imperial War Museum a lancé un projet demandant aux familles de faire don de leur correspondance de guerre, et des dizaines de lettres, évoquant ce repas de Pâques, sont arrivées, toutes racontant la même histoire, toutes confirmant que c'était vraiment arrivé, que ce n'était pas une légende, mais bien de l'histoire. Des chercheurs ont analysé les lettres, ont comparé les écritures avec les registres du camp de prisonniers, ont vérifié les noms par rapport aux listes de prisonniers, et tout correspondait. 834 soldats britanniques, Stalag 21B, Pâques 1944, pot-au-feu. L'histoire est devenue partie intégrante des archives officielles, non pas comme une curiosité, mais comme un témoignage important sur la complexité, sur l'humanité en temps de guerre, sur les petites décisions, avec de grandes conséquences. Maintenant, je m'adresse à vous. Que signifie cette histoire pour vous? Commentez ci-dessous, partagez si vos grands-parents ont vécu la guerre, si vous avez conservé des lettres, si vous connaissez des histoires qui méritent bien d'être racontées. Chaque commentaire est un fragment d'histoire, chaque souvenir partagé est un souvenir qui ne meurt pas. Nous sommes maintenant les gardiens. Nos grands-parents sont partis, ou sont sur le point de partir. Il est de notre responsabilité. Le pot-au-feu n'est que de la viande et une marinade. Mais l'histoire du pot-au-feu, l'histoire de Schneider et de Thompson et de 833 autres hommes est immortelle tant que nous nous souvenons, tant que nous racontons, tant que nous comprenons que choisir l'humanité n'est pas une faiblesse, c'est une force, la plus grande force de toutes.